Salut, alors, pour cette semaine, un vieux copain, le DCX 2496. On va profiter de l'audio précision pour le passer au banc de mesure et voir un peu s'il a des performances qui sont celles annoncées, si il vaut bien le prix qu'il coûte, ou si c'est une grosse bousasse pétée de défauts. Alors, je vais faire des mesures standards, mesures bande passante, mesures de distorsion, FFT. Je vais les faire en double, une version attaquée purement numérique par l'entrée AES-EBU et une autre version attaquée en analogique. Simplement pour voir s'il y a des différences de comportement, s'il y a des défauts, s'il y a des limitations ou des problèmes qui pourraient survenir. Alors, j'ai déjà fait les mesures, donc je connais les résultats. Simplement, bon, ce qui va suivre est une succession de captures de fenêtres que j'ai faites sur les 6 sessions de mesure que j'ai faites là. Alors, bon, je parle derrière pour expliquer, c'est un peu laborieux, etc. Bon, j'ai vraiment pas le temps d'éditer tout ça. Donc, ce qui l'intéresse, c'est juste les données, hein, sur les résultats. Après, bon, la forme, bon, je suis pas super convaincu qu'une fenêtre comme ça, bon, après, c'est une question de forme, mais après, je vois pas trop comment le présenter. Sinon, de faire un truc écrit juste avec des captures, mais bon, ça prendrait beaucoup plus de temps d'écrire un article là-dessus que de le filmer. Donc, voilà. On fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on peut. Voici la session de mesure du DCX sur l'audio précision. Alors là, on va commencer par la simple mesure de la bande passante du système en l'attaquant directement en AES-EBU sans utiliser les entrées analogiques. Alors pour ça, il y a juste le générateur digital qui envoie un sinusoïde. Je mets ici full scale à 1, c'est-à-dire que je suis à 0 décibel numérique en entrée, je suis à fond. Donc ici, voilà, je vais analyser les résultats en sortie des deux canaux, les deux premiers canaux de la série 6 avec le DSP. Il y a plusieurs moyens d'analyser la sortie. Je vais prendre le DSP parce qu'il permet de faire plein de choses et ça me permettra d'éviter de multiplier les fenêtres. Donc ici, le fonctionnement de base, là, actuellement, il n'y a pas de mesure. Il y a juste une fréquence de 1 kHz qui est envoyée, ce qui permet déjà d'avoir une idée des niveaux. Comme je suis à fond, ben, le niveau de sortie ici est de 9 volts et demi à peu près, ce qui correspond à ici à peu près 22 décibels dBU, qui est le niveau de sortie pro. Hein, donc ça sort 9 volts et demi RMS, ce qui est déjà pas mal. Quand on met un signal numérique à fond en entrée. Ok. Donc maintenant, on va passer au niveau de la mesure. Donc je vais mesurer les deux sorties de l'analyseur du DSP, sortie canal A, canal B, ça permet d'avoir, on va comparer les deux canaux en même temps, avec une génération de fréquence de 10 Hz à 40 kHz. Donc c'est parti pour la mesure. Donc là, ouais, c'est un simple sweep, hein, donc voilà, on va aller jusqu'au bout. Donc là, ici, on est à quasiment plus 22, ce qui correspond au 0 décibel numérique. Voilà, le maximum de niveau qui peut sortir. C'est le cas le plus idéal au niveau distorsion, etc. Donc voilà, voilà, la mesure est faite. Je suis mis en autoscale. Bon, on va essayer d'y voir un peu plus clair ici en mettant entre 22 et 20 décibels à peu près. Plus 22 et 20. Voilà. Voici les deux courbes. Ok, donc là, voilà la bande passante un peu zoomée. Donc, a priori, il n'y a pas trop de problème. Il y a une légère différence entre les deux canaux. Hein, le 20 Hz, il est de l'ordre de moins 0,15 à peu près par rapport au 0. Ici, le 0, c'est 21,8. C'est le maximum. Et le 20 kHz, pareil, il est à peu près moins 0,2 décibels. Donc, on a le 20 000 Hz à plus ou moins 0,1 décibel. En gros, hein, ça donne une idée des performances au niveau de la bande passante. À 30 kHz, on a une chute de l'ordre de 0,6 décibels, ainsi qu'à 10 Hz. Donc voilà. Alors l'écart entre les deux voies, a priori, c'est de l'ordre de 0,04 décibels, quelque chose comme ça, 0,02 même, ça varie selon l'emplacement. Ouais, c'est
c'est vraiment pas grand chose, hein. Donc là on est dans les tolérances de fabrication, simplement ce sont les étages analogiques qui ont des tolérances au niveau des composants, voilà. Donc là il n'y a absolument pas de, il y a pas de problème, il n'y a pas de, on peut pas dire qu'il y ait de difficultés à ce niveau-là. Ok, alors on va essayer d'y voir, de regarder un petit peu plus au niveau de la bande passante. On va baisser le niveau, on va essayer de voir un peu la bande passante à, disons par exemple, moins 40 décibels. Donc ici je vais pouvoir le rentrer directement. Décibels. On va passer en dBu. Donc on va descendre de 60 décibels et on va mettre aussi une courbe à moins 80. Non, 80 décibels. Il est là, toc. Non, moins 80 décibels. Donc on va avoir un canal à moins 40 et un canal à moins 80. C'est parti. Donc là il est en auto zoom, normalement auto scale. Voilà. Alors il faut se méfier parce que les deux échelles ne sont pas identiques. On va se mettre ici de moins 60 à moins 100, admettons, pareil de l'autre côté. Voilà. Alors j'ai un moins 80, on va mettre... J'ai moins 40 décibels, donc on va mettre moins 35. Et pareil des deux côtés pour bien comparer. Voilà. Donc là la courbe à moins 40, qui ressemble beaucoup à probablement à celle qui a plus 20, qui est au maximum. À moins 80, ça devient un peu plus irrégulier à première vue. Il semblerait que le bruit de fond commence à arriver. Donc on va essayer de descendre encore plus. Simplement pour voir, on va essayer de descendre à moins 100. On va prendre la première, on va passer à moins 100. Et on repart. Alors là, on voit tout de suite que à moins 100, en fait, on les atteint pas. Il y a le bruit de fond qui vient se superposer à ça. Donc là, on a exclusivement le résultat du bruit de fond de l'appareil. Il ne peut plus discerner entre ce qui est envoyé et son bruit de fond intrinsèque. Donc voilà à peu près finalement le plus bas qu'il puisse générer. Et voilà donc ce qui fait que l'appareil peut a une plage de fonctionnement de l'ordre d'une centaine de décibels. Un peu moins parce qu'ici on est quand même au bruit de fond. Donc si on veut une petite marge, on est, admettons, entre moins 70 et plus 20. Ce qui fait 90 décibels de dynamique. Ce qui est dans les ordres de grandeur auxquels on s'attend. Donc si je reviens et que je me mets au maximum et que j'essaye de trouver les deux extrêmes, on va simplement prendre le premier canal qu'on va mettre full scale et le deuxième canal qu'on va mettre disons à moins 70 décibels, ce qui doit être à peu près un niveau utilisable avant de rentrer dans le bruit. Donc on va se retrouver ici un écart de 90 décibels entre les deux et quelque chose qui est utilisable, qui est au-dessus du bruit de fond, hein, a priori. Donc bon, l'appareil donc fournit à peu près une dynamique de 90 décibels vu de la bande passante en elle-même. Bon, il n'a pas de problème particulier. On voit que là, il y a une chute qui est plus forte à ce niveau-là. Bon, c'est pas... Bon, mais on commence à voir des différences de fonctionnement lorsqu'on descend à moins 70 par rapport à plus 20. Il faut bien voir ici, on est dans les décibels par rapport aux tensions de sortie. On n'est pas en décibels par rapport au max numérique 0. Il y a 22 décibels en plus. Ok, donc ça c'est la bande passante de l'appareil. Alors on peut très bien lui ajouter, par exemple ici j'ai un filtre. Par exemple je vais mettre un Liquid Riley. Ici par exemple 24 décibels à 1 kHz. Hein, j'en ai un qui est là. Voilà ce que ça risque de donner dans ce cas-là. Donc là, évidemment, si je rajoute des filtres, ils vont apparaître dans la bande passante finale. Hein, je pourrais mettre à peu près n'importe quoi, les équaliseurs. Voilà, donc voilà
la bande passante, avec un filtre. Alors ça c'est un Linkwitz Riley du 4e ordre. Voilà. Et là on voit le bruit de fond ici. Et ben, le maximum utilisable, là, bon, ben, on atteint les 80 décibels qui est le plafond de bruit et on ne peut plus aller plus bas. Après, bon, c'est complètement noyé. Voilà, donc la plage d'utilisation réelle, oui, c'est de l'ordre de 70 à plus 20, soit 90 décibels. Donc voilà, donc déjà au niveau bande passante, ben, l'appareil, il n'a absolument rien de particulier, de défaut, quoi que ce soit. Il fait parfaitement ce qui est censé faire. On a une bonne marge de manœuvre. Bon, ben, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On va passer à la mesure d'après, qui est la distorsion. Donc là, on passe en distorsion, mesure de distorsion, ici. Donc je vais inclure toutes les harmoniques pour le calcul global. Hein. Après, on pourrait sectionner que les paires, les impairs, etc. Donc là, je vais me mettre en full scale. 0 décibel full scale. Donc le DCX reçoit maximum de signal possible. Et donc là, ben, on va simplement mesurer la distorsion. J'ai mis une échelle 0,1%. De 10 Hz à 20 kHz. Allez, c'est parti. Ok, bon là, a priori, la distorsion est très élevée. Ce qui est plutôt curieux. Et là, ben, en fait, je viens de mettre juste en avant un problème. Enfin, un problème. Alors, je ne sais pas si c'est typique ou mien. Pour moi, c'est probablement constant sur toutes les versions, en tout cas les anciennes. C'est qu'ici, la distorsion, je frôle le pourcent. Ce qui est absolument anormal pour un appareil de ce genre. Maintenant, je ne vais pas passer en pleine échelle, je vais simplement passer à moins 1 décibel. Je vais sauver cette courbe-là. Et je vais relancer la mesure avec juste moins 1 décibel par rapport à full scale numérique. Et là, je vais me retrouver à une mesure de distorsion tout à fait normale. Qui est assez bonne, hein, 0,05%, ce qu'on va avoir à peu près sur toute la gamme. Ce qui veut dire que cet appareil-là distord lorsqu'on lui met du 0 décibel en entrée numérique. Et ça, c'est un problème. C'est un problème potentiel. Alors que ici, la distorsion juste à un niveau juste en dessous est tout à fait bonne. Hein, 0,05%, voire moins au milieu, 0,04%. L'appareil tient ses promesses, mais il a ce petit problème d'avoir de la distorsion lorsqu'on lui met un signal pleine échelle en entrée. Ça, à ma connaissance, personne ne l'avait remarqué. Hein, je le découvre en même temps. Alors on peut continuer à descendre, on va passer à moins 40 décibels en format de signal, et on va mettre de l'autre côté moins 70 décibels. Et on va voir un peu le taux de distorsion à moins 40 et moins 70. Voyons voir ça. Donc ici, la courbe verte c'est à moins 70, la courbe bleue c'est à moins 40. Alors qu'ici, comme la distorsion c'est un pourcentage du signal d'entrée par rapport au signal de sortie, évidemment elle monte. Ça ne peut être que comme ça. Sinon, ça voudrait dire que la distorsion suit le signal dans son niveau, ce qui n'est pas le cas. Et là, on voit que à moins 70 décibels, on est entre 0,2 et 0,3, voire 0,4% de distorsion. Et à moins 40 décibels, on est de l'ordre de ici 0,01, 0,02. Avec ici un point de mesure. Alors de temps en temps, il y a ce genre de petits défauts. En général, je suis de relancer pour avoir. Alors, il y a énormément de réglages possibles pour ce style de mesure. Et moi, j'ai mis là une mesure rapide. Alors, quelquefois, quand il fait des mesures rapides, il n'a pas assez de points pour se faire une idée et il a des points qui sont mal mesurés. Sinon, ce style de mesure peut prendre beaucoup plus longtemps. Le DSP a énormément d'options. Alors, c'est vraiment un outil assez compliqué, qui a des fois des comportements qui sont quelquefois curieux. Voilà, par exemple ici, bon, ça s'est calmé.
Mais bon, il faut vraiment lire la doc pour voir pourquoi il peut y avoir ce genre de truc. Donc bon, là j'ai mis quelque chose qui permet d'être filmé pour avoir des mesures suffisamment rapides, mais une vraie mesure de distorsion avec beaucoup de points et choses comme ça peut prendre plusieurs minutes si on veut le faire au maximum de précision. Bon, ce qui n'était pas le cas, donc des fois il peut y avoir un point comme ça. Mais disons, ça donne quand même une idée du taux de distorsion lorsqu'on diminue le niveau. Le taux de distorsion peut atteindre quand même un certain seuil. Mais cette distorsion-là, elle est due au bruit, essentiellement. Donc en fait, les harmoniques qui sont repris lors du calcul du taux de distorsion harmonique, ben, c'est des harmoniques qui viennent du bruit lui-même, pas du signal spécialement. C'est pour ça que ça remonte. Hein. Donc voilà, la mesure de distorsion. Alors, quoi en dire? Ben, l'appareil ne présente pas de problème particulier, mis à part cette saturation. En fait, ça c'en est une saturation lorsqu'on met un niveau 0 décibel en numérique. Bon, ben, voilà quoi. Donc, ça doit être un petit bug quelque part. Donc voilà pour cette mesure-là. Alors on va essayer après de faire quelques transformés de Fourier pour voir un peu la distribution de la distorsion et le bruit en général de l'appareil. Donc là, je me suis mis en mode d'analyse transformé de Fourier rapide. Ok, donc j'ai mis les deux canaux, un à 0 décibel, donc à fond, et un à moins 70. Voilà, on va comparer les deux canaux à des niveaux différents directement. Donc ici, voilà les échelles automatiques entre 0 et moins 180. On va mettre tout le monde pareil. 0, voilà. 0 décibel, 0. Donc là, je suis en dBU. Ah, il a tendance souvent à changer d'échelle dBU et dBU. Voilà, 0. Ok. Donc on va se faire une FFT, 511 points. Bon, c'est une petite. Voilà. Voilà, alors là, effectivement, ben, comme j'ai fait une entrée à 0 décibel, et qu'on a vu, lorsqu'on a mesuré la distorsion, qu'il y avait un très fort taux de distorsion, eh ben, il n'est pas étonnant que on voit une saturation effective en sortie sur la FFT. Et c'est exactement ce qui se passe là. Alors si je passe à un niveau à moins 1 décibel, là, on risque d'avoir quelque chose qui va être nettement meilleur. Voilà. Bien qu'il y ait encore, on voit là, la distorsion qui règne ici. Alors attention, je vais remettre aussi la même échelle des deux côtés, parce que ça a tendance des fois à ne pas être pareil. Moins 160. On va mettre moins 160 pour les deux. Voilà. Donc, là, même à moins 1 décibel, on a quand même de la distorsion qui existe, H2 et H3, qui est 70 décibels en dessous. Alors, je vais essayer quand même. Ici, je me suis mis à 0, mais c'est pas 0, hein, c'est 25. On va mettre 25 parce que, en fait, là, je suis à fond au niveau tension. Donc, je suis à plus 20 décibels, ce qui correspond au niveau de sortie électrique professionnelle. Donc, la distorsion est à moins 70 ici pour la H3, ce qui correspond à peu près à moins 90 décibels de distorsion H3. Alors quand on regarde plutôt la courbe à moins ici, si là j'ai moins 50, mais comme j'ai demandé moins 70, effectivement j'ai 70 décibels d'écart au maximum, moins 70, la distorsion est inférieure. Alors ici on va passer par exemple à moins 5 pour voir si ça change quelque chose au niveau des taux. Oui. En descendant le taux, globalement, le taux de distorsion diminue, mais le maximum aussi. Donc, en fait, le taux de distorsion, lui, reste à peu près constant au fur et à mesure que le niveau baisse. Après, il va se stopper parce qu'il y a le bruit de fond qui va commencer à intervenir. Okay. Donc là, ici, je suis à moins 5 décibels. Si je passe, par exemple, à moins 90 décibels, quelque chose comme ça, ici, je risque d'avoir quelque chose qui... Je vais enlever la... Le problème, c'est que les deux courbes sont mélangées. Le moins 90 décibels va se retrouver noyé dans le bruit fond. Alors, la moins 90, c'est le premier canal, c'est la courbe. Ici, canal 1, c'est la courbe bleue. La courbe bleue qui est ici. Et donc, on est à moins 70 là.
hein, c'est la valeur moins 90 par rapport au plus 20 ici. Hein, et là, je suis ici en décibels full scale. Je suis à moins 90 décibels par rapport au 0 numérique. Si je voulais être ici, par exemple, à moins 100 décibels, il faudrait que je mette moins 120. Alors, moins 120, ça m'étonnerait qu'on puisse trouver quelque chose. Parce que là, on va être noyé dans le bruit. C'est le piège de ces échelles, c'est que ici, on est en échelle dBU. Alors, je pourrais passer en... Le problème, c'est que je n'ai pas le dBs full scale à ce niveau-là. C'est le problème. Donc, je suis obligé de me contenter des décibels électriques. Donc là, ici, si je mets les deux canaux identiques pour éviter de mélanger le tout. Là, j'ai mis moins 120. Donc, effectivement, ici, on peut voir, on peut deviner encore le restant à 120 décibels en dessous du niveau. Ce sont les décibels électriques, hein, faut bien voir ça. Moins 120 décibels dans l'échelle, on est à moins 100 décibels électriques par rapport à 20 décibels de maximum. On arrive quand même à deviner quelque chose, bien qu'il y ait le bruit de fond qui soit du même niveau. Donc, en lui-même, à part un problème à très fort niveau, lorsqu'on est à 0 décibels, un problème qu'on voit vraiment bien à l'origine, comme on peut le voir là, on a vraiment une saturation à 0. Si on ne touche pas le 0 décibel, l'appareil a une distorsion au maximum moins 90 par rapport au fondamental, ce qui est, on va dire, largement suffisant pour que ça ne pose pas spécialement de problème. Là, je vais faire à moins 0,1 décibels. Et il y a encore de la saturation. Donc la saturation baisse à partir de, on va regarder. Voilà. Moins 0,5 décibels. Voilà. Donc là, à moins 0,5 décibels, ça pose plus de problème. Donc en fait, il y a soit un dépassement dû soit à l'interpolation ou tout ce qu'on veut, soit il y a un problème d'algorithmique, soit les étages de sortie ne peuvent pas supporter la tension. Alors après, pour aller voir à quel niveau il y a une saturation, il faudra aller fouiller dans l'appareil. Mais disons, cet appareil-là, il ne faut pas viser mettre exactement 0 décibel. Et des CD qui seraient gravés à 0 décibel risquent de poser des problèmes. Donc ça, il faut vraiment se méfier de ce truc-là. Alors, est-ce que si je mets 0 décibel et que je réduis le gain à l'entrée, alors je vais réduire le gain à l'entrée, je vais le passer à par exemple moins 0,5 décibels à l'entrée. Est-ce que ça va changer quelque chose? Alors ça ne change rien. A priori, ça ne change rien. Si je fais, je vais carrément mettre moins 10 décibels, même moins 15. J'ai baissé de moins 15. J'ai baissé de 15 décibels le niveau à l'entrée. Et est-ce que ça change quelque chose? Non. Par contre, ah si, autant pour moi, je n'ai fait qu'un canal. Oui, autant pour moi. Ça c'est le problème, c'est que j'ai fait ça pour un canal, mais pas pour l'autre. Donc, je vais recommencer. Je vais baisser de 0,5 décibels les deux. Pour voir si ça peut se résoudre simplement en baissant légèrement le niveau d'entrée. Donc là, j'ai mis les deux canaux moins 0,5 décibels. Effectivement, ça résout le problème. Donc, si on veut éviter ce problème-là, il suffit simplement de baisser le niveau à l'entrée. Donc, ce n'est pas un problème numérique pur, c'est plus un problème d'étages de sortie qui sont surchargés. Donc, a priori, avec cet appareil-là, une précaution qu'il faudrait prendre, c'est diminuer légèrement le niveau d'entrée pour éviter ce genre de truc, parce que des CD qui sont gravés à 0 décibel, ça arrive, et ça serait con de se retrouver avec de la distorsion supplémentaire, simplement parce que l'appareil sature. Donc ça, c'est un truc intéressant que les mesures donnent, et j'en ai jamais entendu parler jusque-là de ce problème-là. Donc voilà, donc analyse FFT avec toujours une entrée numérique. Voilà. On va essayer maintenant de faire à peu près l'équivalent, mais en entrant en analogique, pour voir si ça fait quelque chose de différent.
Donc là, j'ai rebranché le DCX avec le générateur analogique en stéréo. Donc pareil, les deux canaux sont attaqués en même temps. On va voir si la partie analogique a un impact particulier à ce niveau-là. Donc j'ai mis le niveau d'entrée à 0 dBu si selon la norme correspond à ces valeurs-là. Donc ça correspond à 775 millivolts RMS sur une charge de 600 ohms, etc. Donc c'est selon la norme habituelle de tension en entrée. Il faut bien voir que, comme on a vu avant, si je veux la tension maximale qui correspond au niveau pro, il faut que je mette ici plus 21,8 décibels, ce qui correspond au maximum. On va commencer à 0 décibels. Et ici, j'ai préparé l'échelle entre plus 1 et moins 2, parce que bon, je suppose que là, ça va rentrer dans les clous. Entre 20 et 30 kHz. Voilà ce que ça donne. Alors, la première chose qu'on peut voir ici, c'est que l'écart, là, il est plutôt de l'ordre de, on va dire, 0,08, 0,1 décibels. Il est plus élevé que lorsqu'on a du pur signal numérique. Ce qui, en fait, est une accumulation de l'erreur des signaux, des étages de sortie, et là, des étages d'entrée, de mise en forme. Donc là, on a, ils auraient pu se compenser, mais sur celui-là, ils se sont, on va dire, accumulés. Alors ça, c'est intéressant de le savoir. Ça veut dire que moi, sur mon appareil, il suffirait, par exemple, je diminue le canal bleu, qui est le cyan, qui est le canal 1. Il suffirait que je le diminue de 0,1 décibel pour avoir une meilleure superposition. Alors, sinon, avec un signal d'entrée qui est à 0 décibel, on voit qu'on n'est pas tout à fait à 0, on dépasse légèrement. Je vais zoomer un peu pour voir un peu mieux. On va mettre entre 0,2 et moins 0,4 pour mieux voir. Ça, on pourra mieux évaluer. Voilà. Donc entre 20 et on va dire 20 000 Hz, on est ici, la courbe bleue, on a plus 0,15 et moins 0,25, on a 0,4 décibels à peu près. Puis le vert pareil, mais elle est décalée d'à peu près 0,1. Donc c'est pas tout à fait superposable, c'est moins bon qu'avec l'entrée numérique à ce niveau-là. Mais par exemple, je pourrais prendre le premier canal, le baisser de 0,1 décibel et les faire se chevaucher un peu mieux. Donc là, j'ai diminué l'erreur. Le problème, c'est que le DCX, c'est un pas de 0,1. Donc c'est le mieux que je puisse faire actuellement. Donc là, la courbe bleue va être assez proche de 0. Donc voilà. Là, bon, faut bien voir qu'on est quand même des échelles vachement faibles. Donc bon, en rattrapant un peu, bon, c'est plus trop un problème. Le problème de disparité entre les deux canaux ne pose pas vraiment de problème. Mais on peut voir que on peut dépasser les 0,1 décibels avec une accumulation dans le mauvais sens de toutes les erreurs. Il faut bien voir que l'échelle est fortement amplifiée. Alors ça fait quelque chose qui n'est pas très plat, mais hein, bon, ici quand même l'amplitude est de l'ordre de 0,5 décibels entre 20 et 30 kHz. Donc voilà. Si on est à peu près à 0,05, ben là on est à entre 20 et 20 000 Hz, on est entre moins 0,35 décibels d'erreur sur la courbe de réponse. Donc, effectivement, la partie analogique apporte un petit peu de distorsion d'amplitude, on va dire. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, ça prouve que ce ne sont pas des appareils ultra précis en soi et qui ne sont pas spécialement réglés en usine pour qu'ils se chevauchent. Alors ça, ce sont des choses qui pourraient être faites après coup sur l'appareil qu'on a acheté. Hein, on est vraiment dans les tolérances de fabrication de ce style d'appareil qui est pas cher et qui ne va pas prétendre à être de la très haute précision. Donc voilà, bon, a priori, pas plus de problèmes que ça dans ce domaine. Donc là, on va passer à la mesure de la distorsion avec une entrée analogique. Donc là, ça a été configuré pour attaquer toujours en analogique et faire l'analyse par distorsion du système. Donc là, je me suis mis à plus 21 décibels qui correspond quasiment au 0. 22, ça dépasse. Hein, je suis quasiment au maximum avant clipping à l'attaque. Donc
on va passer ici. Donc j'ai mis pareil entre 1 et puis 0,001%. Entre 20 et 30 kHz. C'est parti. Alors là, la première chose qui saute aux yeux, c'est que ils sont assez éloignés l'un de l'autre. Il y a un facteur, je ne vais pas dire 10, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a un canal qui distord plus que l'autre. Ça, c'est bien visible ici. Celui qui est en bleu a un niveau tout à fait correct, à peu près analogue à celui de l'attaque en numérique. Par contre, l'autre à 0,03, il est quand même bien supérieur. Ah oui, il y a un facteur 10 entre les deux. Donc là, effectivement, il y a un problème. Ah, il y a eu un problème de mesure ici. C'est parce que j'ai mis des mesures un peu rapides. Alors, de temps en temps, on peut avoir ce genre de truc. Mais bon, faut ignorer dans ce cas-là. Si je refais la mesure, je ne l'aurai pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, a priori, il y aurait un problème sur un des deux canaux qui distord plus que les autres. Alors peut-être que c'est une question de saturation qui vient un peu plus tôt. On va descendre, on va essayer à 0 décibel. On va se mettre à 0 décibel en entrée et on va refaire l'expérience. À 0 décibel, on a à peu près, on a quelque chose qui se ressemble. Hein. Bon, ils sont moins éloignés l'un de l'autre, mais quand même, il y a plus de distorsion sur le canal bleu que le canal vert. D'une manière étrange, sur le canal vert, la distorsion est inférieure à celle qui était sur une attaque purement digitale, ce qui est plutôt étrange. Par contre, celle en bleu est plus proche de ce qu'on avait avant, qui était de l'ordre de 0,005%. Donc le fonctionnement analogique et numérique sont un peu différents. Bon, les courbes se rejoignent à ce niveau-là. Bon, j'ai toujours de temps en temps une erreur de lecture. Mais c'est vraiment parce que j'ai mis une vitesse accélérée de calcul. Hein. Et bon, comme je suis pas avec la carte hardware standard, mais avec un port parallèle, quelquefois, en fait, ça ne suit pas. Bon, ça, c'est juste une limitation de temps en temps. Alors, ça s'arrête prématurément ici parce qu'il faut un nombre suffisant d'harmoniques pour pouvoir calculer le taux de distorsion. Et comme là, on est limité à 30 kHz, il s'arrête vers les 15 kHz. Donc, c'est normal que ça s'arrête à ce niveau-là. Donc, effectivement, il y a des canaux qui distordent un peu plus que l'autre, mais la distorsion se rejoint. Alors, ça se rejoint probablement parce qu'il y a moins en moins d'harmoniques qui viennent entrer dans le calcul. Et voilà, donc difficile de savoir si c'est vraiment la distorsion qui diminue réellement ou si le problème s'enlève parce qu'on a de moins en moins d'harmoniques. Donc ouais, en analogique, il y a quand même une différence déjà là entre les deux canaux. Alors, on va essayer de descendre encore plus bas. On va essayer, mettons moins 70 décibels. Hein. On voit ici, de toute façon, on voit qu'il trouve les moins 70 décibels. Donc le niveau qui sort du DCX sont précis par rapport à ce que ça devrait être. Hein. Donc là, il y a bien un appareil qui ne produit pas de gain. C'est comme ça qu'il est réglé. Donc à ce niveau-là, l'appareil est bien précis. Alors après, qu'est-ce qui va se passer à des niveaux aussi faibles? Là, probablement, la distorsion va être beaucoup plus élevée. Ce qui serait pas étonnant. D'ailleurs, là, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus élevée, effectivement. Donc là, la distorsion est très élevée lorsqu'on est à moins 70 décibels. Il faut bien voir que le 0, c'est plus 20 décibels. Donc là, je suis à 90 décibels en dessous du maximum. Donc, il ne faut pas s'étonner que la distorsion soit vraiment élevée. Hein. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais, encore une fois, la distorsion d'un canal est inférieure, vraiment inférieure à la distorsion de l'autre. On retrouve cette tendance, quel que soit le niveau dans lequel on analyse. Après, ça se rejoint probablement parce que le bruit de fond vient interférer là-dedans. Mais bon, il y a quand même, quelque part, des différences. Bon, là, il est en autoscale, donc on voit qu'on est entre 2 et 10% de distorsion à, on va dire, moins 90 par rapport au niveau maximum à peu près que l'appareil manipule en soi. Donc ce qui est pas mal, ce qui donne bon, quelque chose qui donne une idée des performances et de la dynamique que cet appareil peut fournir. Il a des caractéristiques tout à fait analogues à ceux où on doit s'attendre par rapport aux caractéristiques des composants qui sont utilisés. Il n'y a pas spécialement de problème ou de choses qui seraient dues à des bugs ou à des composants
moins bonne qualité ou un schéma merdique qui ferait du bruit ou des choses comme ça. Les caractéristiques sont exactement celles auxquelles on devrait s'attendre. Donc là, on va finir, on va faire une FFT pour voir un peu ce qui se passe en analogique, voir si on se retrouve à des niveaux différents par rapport à une entrée purement numérique. Donc voilà, ça a été reconfiguré pour faire une FFT en entrée analogique. Toujours pareil, les deux canaux en même temps. Ici, j'ai mis l'entrée, on va la mettre à 21 décibels, ce qui est quasiment le niveau maximum. Hein. On va mettre bande passante au maximum aussi. Bon, voilà, c'est parti pour les deux canaux. Donc voilà, là je suis quasiment au niveau maximum. J'atteins les 20 décibels pic, bon, ce qui est normal, ce qui est l'ordre de grandeur que j'ai donné. Et ici, la distorsion est finalement assez élevée. Hein. Je suis à 80 décibels en dessous, à peu près, un peu moins de 80 décibels, voire 75 décibels. Pour la courbe verte, la courbe bleue, elle est en dessous. Il y a au moins 10 décibels d'écart entre les deux. Donc les deux canaux ne se comportent pas de la même manière. Hein. À première vue, le deuxième canal produit plus de distorsion que l'autre. Bon. Mais bon, comme je suis quasiment au maximum, bon, bah, ça tombe simplement. Ils sont encore un peu sensibles. Bon, on va passer directement à 0 décibels, qui est un niveau plutôt moyen. Donc là, c'est parti. Donc voilà, ici je suis à 0 décibels. Alors là, bah, la distorsion, elle est pas vraiment très élevée. Hein. Là, elle est carrément noyée dans le bruit. Hein. Effectivement, là, on est, la distorsion est vraiment réduite. On est ici un petit résidu. Encore une fois, la courbe verte, qui est le deuxième canal, lui, il a une distorsion que l'autre n'a pas. Encore une fois, il a plus de distorsion, mais bon, comme elle est à 100 décibels en dessous du niveau d'entrée, bon, on va dire que c'est acceptable quand même. Il y a une différence entre les deux canaux, mais bon, c'est assez élevé. Si je passe simplement, disons, 10 décibels, est-ce que là, on verra quelque chose de plus... Ouais, 10 décibels, il y a quand même quelque chose de plus visible. On a plus 10, moins 80, 90 décibels d'écart entre la H2 et le fondamental. H3 qui est à peu près à moins 100. Et là, effectivement, comme toujours, le deuxième canal a plus de distorsion que le premier. Il y a quand même un sacré écart. Hein. Il y a 15 décibels, peut-être quelque chose comme ça, d'écart entre les deux. Donc il y a un des deux canaux qui a de la distorsion. Alors à quoi c'est dû? Faudrait dépanner, voir un peu dedans. Ça je sais pas. Effectivement, à ce niveau-là, c'est pas aussi bon que ça devrait l'être. On devrait obtenir quelque chose plus comme la courbe bleue, il n'y a pas de raison, que la courbe 1. Alors là, la courbe bleue, par contre, on est à moins 100 plus 10, on est à moins 120 décibels au niveau de la distorsion harmonique avec un signal d'entrée, oui, de 10 décibels. Si je descends à 40 décibels en dessous de 0, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, là, tout est noyé dans le bruit. Effectivement, là, il n'y a plus de distorsion du tout à ce niveau-là. Après, c'est le bruit de fond qui va passer devant. Et si on fait une mesure de la distorsion plus du bruit, ben, en fait, ça va monter parce que le bruit va commencer à interférer avec les mesures. Mais là, la distorsion, elle passe en dessous du bruit directement. Donc, à ce niveau-là... c'est ce qui se passe d'ailleurs quand je me mets à 0 décibels. En fait, la distorsion descend en même temps que le niveau et finalement elle passe en dessous du bruit. Mais elle est toujours là. Ce qui est marrant, c'est que globalement l'entrée numéro 2 qui fournit plus de distorsion est globalement plus silencieuse que l'autre. C'est bon. Il y a des différences entre les deux entrées, ça c'est sûr. Différences qui n'existent pas a priori sur les âges de sortie parce que ce sont les mêmes qui sont utilisés lorsqu'on utilise l'entrée digitale qui elle n'a pas montré de caractéristiques de ce genre. Donc là ici ce sont plutôt les étages d'entrée qui sont plus à aller vérifier. Donc là bon ça c'est un exemple sur mon appareil qui fait partie de la première production qui date de 2003. Donc est-ce que les appareils actuels etc ont le même style de problème? Bon ça a priori ça c'est purement une question de chance au niveau de l'appareil qu'on a acheté. Donc voilà. Donc là, ben, ça donne un peu une idée des caractéristiques de cet appareil-là. Hein, il tient les spécifications auxquelles il est annoncé. Hein, il est largement, il y a quand même une marge de manœuvre assez grande sur la distorsion, le bruit, etc.
il a des caractéristiques d'un appareil effectivement de gamme relativement peu cher, donc il peut y avoir des différences entre les canaux, il peut y avoir des, des aspects qui sont pas optimisés à fond, etc. Mais bon, ça, on paye pour ce qu'on a. Donc, en choisissant un appareil qui est bien, ben, on tombera sur quelque chose de bien, mais on peut avoir effectivement des disparités d'un appareil à l'autre. C'est ce que ça a montré a priori. Mais globalement, c'est pas un appareil qui pose plus de problèmes que ça. Et c'est là que va faire la différence entre l'appareil pro qui a été réglé aux petits oignons et l'appareil de, on va dire, de grande diffusion qui va être fait et en faisant confiance ben, aux tolérances, aux spécifications sans aller chercher plus loin. Et ben, c'est ce que ça donne, hein, des disparités entre canaux, etc. Mais bon, pour le prix que ça coûte, ben, il est difficile de demander plus. Hein, voilà. Voilà à peu près ce que donne ce style de mesure. On pourrait aller beaucoup plus loin, regarder si les courbes de réponse suivent vraiment les lois, si l'équaliseur a bien les fonctions telles qu'elles sont supposées être, si les coefficients de qualité collent bien avec ceci, cela. Bon, oui, mais là, c'était pas vraiment le but. Le but, c'était de voir quelles sont les caractéristiques et les performances de cet appareil, qui sont globalement très bonnes, surtout vu le prix. Donc, après, mettre beaucoup d'argent pour essayer d'améliorer le truc, bon, je suis pas sûr que ça vaille vraiment la chandelle, et surtout, c'est pas du tout garanti que ça va améliorer les choses. Ça, on peut le voir que si on fait des mesures en même temps pour voir si on tournerait pas en rond. Donc voilà, quelques infos sur le DCX, et ça en dit un petit peu plus sur ce que cet appareil est capable de faire. Alors voilà, bah c'était le banc d'essai du DCX, banc d'essai qui a l'air tout à fait normal, qui a l'air pas poser de problème, mais en fait le DCX est tombé en panne juste après. Enfin, disons, il a commencé à tomber en panne durant les mesures. On peut s'en apercevoir sur la dissymétrie qui est apparue lorsque j'ai fait les mesures, les distorsions et de FFT juste derrière entre les deux canaux. En fait, c'est une panne qui se met progressivement en route et qui fait qu'un des deux canaux baisse de niveau à la distorsion qui monte, etc. lorsqu'il est attaqué en analogique. Donc j'ai une entrée analogique qui est tombée en panne à ce moment-là, et c'est ce qu'on voit arriver progressivement sur les mesures analogiques. Alors c'est en regardant les films et en voyant que c'était quand même bizarre, il y a des choses bizarres qui se voyaient pas au début, qui se voient juste après. J'ai voulu les rebrancher là et j'ai refait les mesures juste pour voir. Et en fait, le deuxième canal se met à baisser de niveau petit à petit et à voir la distorsion qui monte de plus en plus, etc. Donc c'est une panne qui apparaît, qui apparaît à ce moment-là. Alors je ne sais pas si c'est une panne que j'avais avant parce que je l'utilise pas en entrée analogique, donc je m'en suis peut-être jamais aperçu. Là, bon, ben, comme ça arrive progressivement avec le temps, bon ben... Malheureusement, je peux pas faire de conclusion plus avant. Alors, si on fait abstraction du deuxième canal qui a la distorsion qui monte, etc., bon, le reste fonctionne normalement, il n'y a pas de problème particulier. Bon, faut pas généraliser, c'est pas de bol, hein, malheureusement, c'est pas de bol. Je regarderai, j'essaierai de voir si la panne, si elle est facile ou pas à trouver, et éventuellement réparer, éventuellement confirmer les mesures, mais bon. En tout cas, utilisé en numérique avec l'entrée SPDIF ou SBU, il n'y a pas de problème avec cet appareil. Cet appareil fonctionne parfaitement, il fait exactement ce qui est prévu, et pour le prix, c'est difficile de faire mieux. On peut faire un peu mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Et je ne suis même pas persuadé que ça fasse vraiment mieux. Je serais curieux de voir d'autres appareils passer sur le banc de mesure et voir exactement ce qu'ils valent comparer dans les mêmes conditions. Alors en analogique, je peux simplement dire que le canal qui se comporte bien sur les mesures semblerait être ce qu'on doit obtenir normalement. L'autre, bon, ben, il a des fois il marche mieux, des fois il marche moins bien. Il suffit d'éteindre et rallumer et puis ça redevient normal, etc. Donc c'est pour ça que les mesures sont quelquefois un peu incohérentes entre la distorsion et les FFT. C'est pour ça que j'ai voulu les refaire, parce qu'à un moment il y avait un canal qui était mieux que l'autre, etc. Et en fait c'est le canal qui est en panne, quand il démarre, il est un peu meilleur que le premier, et au fur et à mesure, il se dégrade et passe à devenir beaucoup moins bon que le premier. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont pas très cohérentes sur les mesures par rapport à ce canal-là. Sinon, bon, en tout état de cause, ces mesures montrent bien, à part cette panne-là, que tout va bien,
que les canaux analogiques ont les mêmes taux de distorsion, les mêmes caractéristiques que l'entrée numérique. Il n'y a pas a priori plus d'intérêt à utiliser l'un que l'autre. Alors peut-être pour le bruit de fond, des choses comme ça, mais c'est même pas évident. Donc, c'est un appareil qui pour moi a 8-9 ans, donc il est quand même vieux, il a tourné, il était branché 24 heures sur 24, hein, donc voilà. J'ai aussi un autre problème sur celui-là, mais alors là, a priori, ça doit être vraiment dû à une fausse manip que j'avais faite une fois. C'est à 96 kHz, à certains moments, il grésille. Mais bon, ça, j'ai pu le vérifier avec cet appareil-là. En mettant un petit peu moins, il passe. Alors on peut l'attaquer avec n'importe quelle fréquence d'échantillonnage, hein. On peut l'essayer à 90 kHz, n'importe quoi, ça fonctionne. À 96 kHz, il commence à décrocher. Alors ça, je pense que c'est exclusivement le mien qui a fait ça, parce que j'ai eu un problème avec le transfo AES-EBU, que j'ai dessoudé et ressoudé. Bon, ça c'est, je pense, je le mets sur le compte de ça. Mais sinon, je n'ai jamais eu de problème avec. Alors, c'est une panne analogique, je ne sais pas si ça existe depuis toujours ou pas, j'en sais strictement rien, je m'en suis jamais servi comme ça, donc voilà. Malheureusement, c'est bon, c'est l'exception qui confirme la règle, disons. Bon, disons, en conclusion, c'est un appareil qui peut être mal vu, décrié, etc. Mais c'est un appareil qui fonctionne, qui a ses caractéristiques exactement celles auxquelles on doit s'attendre. Il n'y a pas de bug spécifiquement au logiciel, des approximations. Quand on fait des atténuations de moins X décibels, ça fait bien moins X décibels. Il y a bien la plage de dynamique correcte, il y a bien le niveau pro disponible, plus 20 décibels qui est disponible réellement. Enfin bon, disons que toutes les caractéristiques sont vraiment cohérentes. À part, malheureusement, la panne. C'est pas de bol, c'est la loi de Murphy, évidemment, forcément il fallait que ça arrive. C'est pas grave, je vais tâcher de le réparer, voir si je peux trouver d'où vient la source du problème et éventuellement le vérifier. Mais sinon, je crois qu'on peut l'acheter sans problème. C'est un excellent investissement. Je ne suis pas du tout convaincu que les modifications faites par les audiophiles, genre virer les étages de sortie, mettre des transfos à la place, aient un quelconque impact, si ce n'est dégrader probablement les choses. Il faudra le mesurer. Hein. Il n'y a que comme ça qu'on peut le savoir. Mais sinon, sans rien y toucher, en le prenant tel quel comme ça, sans bien sûr tomber sur un appareil qui tombe en panne, c'est un appareil qui fonctionne, qui va bien, il y a rien de spécial, il y a pas de piège, il n'y a pas de loup, de choses trappes derrière, parce que c'est fait à l'économie. Hein. Donc, voilà, moi c'est un appareil que je conseillerais parce que, bon, moi je m'en suis servi, je sais pas combien de temps, j'ai jamais eu de problème. D'ailleurs, je peux le brancher là, je me sers qu'en numérique, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais bon, voilà, il a pas la réputation qu'il devrait avoir. A priori, en lisant sur les forums, Behringer n'a pas plus de retours de services après-vente que n'importe qui. Donc il n'est pas moins ou plus fiable qu'un autre. Hein. Une panne arrive sur n'importe quel appareil. L'audio précision ici avait aussi une panne de réglage dans un coin. Enfin bon, tout le monde, tout appareil peut tomber en panne. Donc il ne faut pas juger sur un exemple de ce genre. Donc c'est un appareil que je conseille. C'est un appareil qui mérite d'être utilisé, qui a un excellent rapport qualité-prix. Et franchement, je ne suis pas sûr qu'il faille dépenser beaucoup plus pour avoir un résultat qui évite de s'inquiéter et qui permet cette fois-ci de se concentrer sur vraiment la seule chose qui est importante, ce sont les enceintes et la salle, qui bien sûr ne forment qu'un tout.